Les peptides de collagène ou le collagène, c'est un remède miracle? C'est une fumisterie. C'est pas parce que tu as mangé du collagène ou que tu en as pris via un complément alimentaire que directement ton corps va l'utiliser tel quel et l'utiliser dans le tissu cible. Il y a une digestion qui se fait et ensuite une métabolisation, une utilisation par ton corps. Est-ce que t'es ok de manger du débris d'os de vache qui a pas forcément été super bien élevé? Le collagène, c'est immonde. Il y a des compléments alimentaires qui sont très onéreux et qui reposent sur très peu de bases scientifiques. D'ailleurs, appel à tous ceux qui prennent des multivitamines qui coûtent 5 balles sur Amazon. Il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que c'est un complément qui est pertinent? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Training Therapy Podcast. Je suis avec le K. T'as un pieu? Et avec le S, bonjour. Et il est long. Oh là là là, Parle un peu plus vite, s'il te plaît, quand tu fais ton intro. Pourquoi? Tu Parce parles plus vite? Ouais, mec, tu parles pas assez vite. Je parle pas assez vite? Bah après, on va croire que je me prends pour Necfeu. Vous me dites pas bonjour du coup. Bonjour les amis, Non, mais, j'espère que vous allez bien. Ah oui, pardon. Ah, salut Simon. Non, on s'était pas vu en plus. Ah, ça sert la main gauche. Ok, pas de soucis. Les gars, aujourd'hui, l'heure est grave. Je veux qu'on parle d'un truc qui fait débat partout et je commence un peu à en avoir marre, j'avoue, je me suis un peu énervé la dernière fois. Aïe, aïe, aïe. Il a pas maîtrisé ses émotions. On va émotions. parler d'un complément alimentaire qui n'est pas, enfin, c'est pas spécialement que un complément alimentaire parce qu'on le retrouve un peu partout, du moins quand on mange correctement, entre guillemets. C'est les peptides de collagène ou le collagène pour l'abréger. Déjà le collagène pour commencer. Ouais, le collagène. C'est une fumisterie. Les gars, il y a tout et n'importe quoi là-dessus sur les réseaux. Il y a des gens qui vont vous dire que c'est un remède miracle pour tout. Et il y a des gars, alors eux, j'ai vraiment pas trop capté, c'est un peu des fans de zététique, ok, donc des pro-études scientifiques, qui vont vous dire que non, ça ne fonctionne pas. Alors qu'en fait, là on va parler littérature, après je vais vous mettre plein d'études en lien et sur l'image si vous êtes sur YouTube évidemment. En fait, d'un point de vue scientifique, c'est une dinguerie ce truc. Ça fonctionne. Mais non, mais c'est une dinguerie, donc je comprends pas pourquoi les gens sont contre alors qu'ils sont censés être pro-scientifiques et essayer de débunker ce que les influenceurs essaient de mettre en avant de manière totalement empirique, et ça je suis ok pour dire que c'est pas bien non plus, tu vois. Et en fait, il y a deux camps qui s'opposent, et ça n'a aucun sens, parce qu'on va voir que c'est un adjuvant, si on peut dire ça comme ça, à la kinésithérapie qui est juste incroyable. Enfin, pour moi, tu vois, et vu ce que ressortent les études. Bref, on va digresser là-dessus, En attendant, si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, parce que des podcasts comme ça, malheureusement, il n'y en a pas assez. Abonnez-vous. Avec Plutôt de que la... n'hésitez pas, abonnez-vous. Ouais, mais il est trop dur. Abonne-toi, mec. Abonnez-vous, Abonne-toi, meuf. parce que des podcasts comme ça, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, qui sont nuancés et qui vous donnent des faits très factuels, étayés par la littérature scientifique. Bref, on va rentrer vraiment dans le détail de l'apport en collagène et de l'intérêt que ça a. Kenneth, toi qui es nutritionniste, diététicien, Ouais. spécialisé en micronutrition et dans la prise en charge des sportifs. Ouais. Je t'ai bien vendu là. Ouais. On est bien. Est-ce qu'on peut expliquer déjà ce que c'est que le collagène, tout simplement? Ouais, bah le collagène, c'est simplement une protéine, c'est la protéine la plus abondante dans l'organisme. C'est à peu près, si je dis pas de bêtises, c'est environ 30% des protéines que tu retrouves dans l'organisme, et tu la retrouves énormément dans tous les tissus conjonctifs. Donc tu en retrouves dans le tissu adipeux, le tissu musculaire. Ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout, je pense, tout ce qui est cartilagineux. Ouais. On va surtout parler de ça. Pas que, hein. Pas que. Ligaments. En fait, Oui. on va voir quand on va parler d'études que c'est surtout étudié sur deux trucs. Un, l'arthrose énormément. Vraiment genre monstrueux sur l'arthrose. Ouais. C'est les principales études, elles sont là-dessus. Et un petit peu tendinopathie. Sur le reste, il n'y a pas grand-chose. Donc de on qualitatif. va se centrer là-dessus surtout. Ouais. Quoi. Donc tendon, cartilage. Ouais, donc en fait, finalement, la différence, elle va se faire dans ces types de tissus-là. Ton collagène, donc là, on va parler de collagène de type 2, du coup, relatif à ces tissus. Si on parlait de tissus osseux, par exemple, on parlerait plus de collagène de type 1, par exemple. D'accord. Voilà. Et là, ce collagène de type 2, du coup, il va être produit par des cellules qui sont présentes dans ce tissu, qu'on appelle les chondrocytes, qui produisent aussi plein d'autres choses qu'on retrouve dans le cartilage. On fait du collagène de manière endogène, on produit du collagène nous. Ouais, exactement. À partir des acides aminés qu'on ingère, enfin des protéines qu'on ingère, on les découpe en acides aminés, ça va dans le sang, et après, les cellules qui sont censées produire du collagène produisent du collagène en réassemblant les acides aminés d'une certaine manière. Exactement ça. Quand tu prends du collagène de manière exogène, quand tu en prends par exemple via des peptides de collagène hydrolysés, tu vas entraîner une production de collagène endogène par ton corps. Mais c'est pour que les gens qui n'ont pas forcément trop de notion de physiologie puissent se le représenter. C'est pas parce que tu as mangé du collagène ou que tu en as pris via un complément alimentaire que directement ton corps va l'utiliser tel quel et l'utiliser dans le tissu cible. Il y a une digestion qui se fait et ensuite une métabolisation, une utilisation par ton corps.
Donc, on va commencer direct en citant les études, parce que c'est toujours assez intéressant. L'étude de Martinez Puig, qui je pense est un espagnol, peut-être à son nom, après peut-être que je fais des généralités. Martinez, Peu de chance qu'il soit russe. Ouais, peu de chance qu'il soit russe, c'est possible. Qui est paru en 2023, justement, qui explique un petit peu ce phénomène. Donc, en gros, quand tu prends du collagène, on va parler de collagène hydrolysé, donc de peptides de collagène. Ok, généralement c'est bovin ou marin. Ça n'existe pas en végétarien, on est d'accord. Non, en fait, quand tu as un complément alimentaire en collagène, à la base, c'est des résidus de l'industrie agro. Donc, la plupart du temps. Déjà, c'est un truc dont je veux parler. En vrai, pour moi, le principal problème de la supplémentation en collagène, c'est que d'un point de vue éthique et vision un petit peu de l'alimentation qu'on a, c'est du sous-produit animal quand même. Et traçabilité aussi. Ok. Ouais, parce que ça peut vraiment être des résidus de l'industrie agro, donc en fait, t'as pas la même traçabilité que sur d'autres compléments alimentaires parce qu'ils sont pas sourcés pareil. Donc le collagène, ça peut être le souci. Ok. Mais après, une fois que tu utilises par exemple donc, sur du collagène marin, donc des écailles ou des arêtes ou autres, ou des os ou de la peau, etc., sur des bovins par exemple, tu vas avoir donc un nettoyage, tu vas avoir une hydrolyse aussi, plein de processus de transformation pour en faire résulter des peptides de collagène pour que ce soit facilement assimilable par l'organisme. Et on parlera aussi du coup peut-être après des critères qui permettent d'avoir un collagène plus assimilable. Qualitatif, ok. Voilà. Yes. Et ensuite diffusé sous forme de poudre pour pouvoir le consommer plus facilement. Je me demande s'ils sont pas en train d'essayer de développer justement une provenance plutôt d'une algue ou un truc comme ça là. J'avais cru entendre parler de ça. C'est possible. Genre un genre de plancton riche en collagène et tout. Ah mais du coup c'est vivant. Bah après peut-être il hydrolyse Ouais, pareil, enfin, tout est mais tu vivant, vois, de toute façon, enfin... Ça c'était un sujet philosophique. Je sais rien du tout. Ouais, là-dessus franchement je peux pas vous dire. Donc les peptides, ils sont découpés en acides aminés pendant la digestion. Ouais, exactement. Il y a certains, t'as la capacité d'assimiler certains polypeptides. Ok. Donc il y a certains trucs que tu coupes pas. Si tu les coupes, mais pas jusqu'à en devenir forcément des acides aminés. En fait, au niveau de la muqueuse intestinale, tu as des récepteurs qui sont spécifiques à chaque acide aminé. D'accord. Et tu as certains polypeptides aussi qui peuvent passer dans le sang directement, notamment en cas de problématique de perméabilité intestinale, etc. Ok, Voilà. ça marche. Ensuite, ça va dans le milieu sanguin, évidemment, et après ça se distribue un peu partout. Ouais. Et ce qui va nous intéresser, là, du moins dans cette étude, ce qu'ils évaluent, c'est vraiment l'impact au niveau du cartilage. Qu'est-ce qui se passe lorsque les peptides arrivent au niveau des chondrocytes? Qu'est-ce que ça amène comme réaction? Qu'est-ce que ça permet d'un point de vue physiologique? Bah, en fait, t'as des... si tu veux, tu as des... À la base, donc t'as dans... chaque type de tissu, tu as ce qu'on appelle des chondroblastes qui vont se différencier, des fibroblastes, pardon, qui vont se différencier en fonction du tissu. Par exemple, dans le tissu osseux, en kiné, vous connaissez les ostéoclastes. Et ostéoclastes. Exactement. Et t'as une balance entre les deux, tu crées, tu détruis, enfin voilà. Exactement. La genèse de ça, c'est des fibroblastes qui se différencient. Ok. Donc on retrouve aussi donc, dans tout ce qui est tissu cartilagineux, etc., tendineux. Et qui vont se différencier donc en chondroblastes puis chondrocytes, et c'est ces chondrocytes, ces cellules-là, qui vont venir donc produire le collagène de type 2 si on est toujours dans le tissu en question, mais aussi d'autres molécules, donc des glucosaminoglucanes comme l'acide hyaluronique qu'on connaît un peu en cosmétique. Et en traitement aussi musculo-squelettique. Hein. Ouais. Ok, vous en avez en kiné ? Ça commence à être utilisé pas mal. Hein. Ok, d'accord. Ouais. Bah, ça par exemple, mais il y a d'ailleurs souvent des molécules que tu retrouves comme ça en cosmétique. De là à dire que l'application cutanée permet ça, je sais pas. Ouais, après là, voilà. l'idée c'est pas de parler spécialement Non. de l'effet du collagène sur la peau, parce que bon, on n'est pas trop skincare nous, malheureusement. Enfin, c'est important, mais c'est pas trop notre t'es un petit peu bail. Ah mais t'es beau gosse mec. Ouais, je dois te le dire. Mais je peux vous donner la référence de la crème. Ça marche. Cette étude de Martinez Puig justement montre que en fait, l'absorption de peptides de collagène permet la différenciation en chondrocytes au niveau du cartilage. Ouais, et aussi, ça diminue l'activité des ostéoclastes, donc les cellules qui dégradent le tissu osseux. Donc déjà, d'un point de vue physiologique, ça reste intéressant. C'est pas forcément ultra marqué, mais ça reste très intéressant sur les peptides de collagène. Je parle bien des peptides de collagène. Donc ça, pour moi, c'est pas mal. On parle directement de dose et on verra que ça se réplique dans chaque étude. Eux, ils conseillent
selon ce qu'ils ont vu sur les marqueurs, entre 5 et 10 grammes par jour. Ouais. Je sais pas si c'est ce que tu retrouves, toi. Si, de toute façon, c'est ce qu'on retrouve quasiment à chaque fois. C'est pas énorme. Hein. Bah non. C'est pas énorme. Après, je crois que tu as des études où tu as des, notamment chez des personnes qui sont plus âgées, des quantités plus importantes qui peuvent être proposées. Plus t'en prends, plus ça a l'air de fonctionner quand t'as soit une charge relative à tes capacités qui est trop importante. Par exemple, genre tu t'entraînes énormément, ou alors t'es une personne âgée et tout dans la vie est déjà une charge importante, tu vois. Donc chez des gens qui s'entraînent beaucoup, ça semble intéressant d'augmenter le dosage, mais ça on en parlera après. Donc eux, ils ont regardé ce qui se passait au niveau de l'arthrose, des symptômes de l'arthrose, donc douleur et fonction, et ça semble améliorer la fonction. Et évidemment, ça diminue la douleur. Et de toute façon, quand la douleur diminue, la fonction s'améliore. C'est toujours réciproque. Donc déjà, première étude assez intéressante, je trouvais, vraiment faite sur l'arthrose, tu vois, sur la symptomatologie de l'arthrose, surtout au niveau du genou. Généralement, c'est quoi? C'est arthrose de genou, j'imagine. Arthrose de genou, il y a un peu hanche, et surtout arthrose de genou, et après tendinopathie, on a tendinopathie d'Achille et quelques études sur les tendinopathies de coiffe, et une grosse étude, là j'en parlais tout à l'heure, qui est en train d'être faite sur les tendinopathies patellaires. Pour moi, c'est la meilleure. Malheureusement, les résultats sont pas encore sortis, mais on en parlera. La méthode est vraiment très très stylée. Je la trouvais stylée. Donc pour l'instant, plutôt intéressant de se supplémenter en collagène. En sachant que si j'ai bien compris, c'est pas une étude où, en parallèle de la supplémentation en collagène, t'as une prise en charge kiné. Non, là pour l'instant, il n'y a pas trop de détails là-dessus, mais on rentrera dans ce détail-là après. Toi, est-ce que, déjà je dérive là-dessus, est-ce qu'il y a des manières d'augmenter son apport en collagène de manière naturelle, donc sans supplémentation ? Dans l'alimentation, ce qui va t'apporter du collagène en grande quantité, ça va surtout être les aliments qui sont sourcés pour les compléments. Donc on revient sur les os par exemple, tu vois, les os de poulet, des os issus de tout ce qui va être bovin, etc. Donc t'as des méthodes pour extraire davantage de collagène de ce type d'aliments, notamment des bouillons. Le bouillon d'os là, c'est bien ça. Alors, moi j'adore. Je dis pas que c'est bien, je dis qu'en fait tu le mets avec quelque chose d'acide, donc genre du vinaigre. Tu vas le faire bouillir, tu vas avoir du coup, en fait dans ton eau, donc dans la résultante, dans l'eau tu vas avoir des concentrations importantes en collagène. Mais en fait de là à être capable de te dire si tu as une assimilation qui est aussi bonne que sur des petites cuves de collagène, ça je peux pas te le dire. Voilà. Et donc dans l'alimentation, c'est vrai que c'est pas comme sur d'autres nutriments où tu peux aller chercher différentes sources, arriver à des taux suffisants et être sûr qu'une complémentation n'est pas nécessaire. Le collagène, c'est un petit peu différent. Voilà. Est-ce que tu peux doser l'intérêt ton besoin en supplémentation sur le collagène, ou pour l'instant c'est pas possible? Doser de façon sur. Ouais, genre je sais pas, tu fais une prise de sang et tu dis là moi j'aurais besoin de prendre du collagène. Pas à ma connaissance. Non, pour l'instant il y a pas. Ok, ça marche. Deuxième étude intéressante, cette fois-ci une revue de littérature. Donc les revues de littérature, pour ceux qui savent pas, on va dire que c'est quasi le niveau maximal de preuve. S'il y a une méta-analyse, c'est encore mieux. Mais en gros, ça regroupe plusieurs essais cliniques randomisés, donc de qualité variable évidemment, mais ça prend plein d'essais qui se ressemblent et ça met en commun les résultats. Eux, ce qu'ils nous montrent, c'est que il y a un intérêt aussi anti-inflammatoire. Donc en gros, ça inhiberait la production de cytokines inflammatoires, donc TNF-alpha et interleukine 1 bêta. D'accord. Ça c'est du détail, et ça réduirait la dégradation de la matrice extracellulaire. Tu parlais de la matrice de la MEC tout à l'heure. Qu'est-ce que ça amènerait selon toi l'apport de collagène sur justement cette matrice extracellulaire, et qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent pas spécialement, comment on pourrait vulgariser le truc? En fait, la matrice extracellulaire, c'est là où tu vas retrouver tous les autres éléments hors collagène. Donc en fait, on parlait de l'acide hyaluronique, on parlait de tout ce qui va être en fait les GAG en général, donc les glycosaminoglycanes. Des éléments que tu retrouves aussi d'ailleurs dans certains compléments alimentaires. Par exemple, tu retrouves de la chondroïtine, tu retrouves des glucosamines dans certains compléments. Ça, tu le retrouves en fait dans ta matrice extracellulaire. On aura une étude tout à l'heure qui compare justement collagène versus prise de chondroïtine et glucosamine, ça va être intéressant. Et du coup, on pourra essayer aussi évoquer le fait que c'est souvent une complémentarité entre plusieurs molécules. C'est-à-dire que par exemple, tu amènes du collagène, est-ce qu'il n'y a pas d'autres petites choses qu'on peut ajouter aussi avec, à la fois pour potentialiser ta capacité à synthétiser de façon endogène ton collagène de type 2, tu vois, et à la fois des éléments qui peuvent être complémentaires, comme la chondroïtine et tout. Donc ça, première chose, jouer sur vraiment la matrice extracellulaire et l'inflammation, et aussi comme ce qu'on a vu tout à l'heure,
diminution de la douleur, diminution de la raideur articulaire, enfin amélioration de la mobilité, ça c'est assez intéressant, sur des gens qui avaient de l'arthrose, entre 12 et 24 semaines de supplémentation, donc c'est quand même pas dégueulasse, enfin moi je trouve ça quand même assez intéressant, et ça jouerait aussi un rôle sur l'os, mais on l'a vu tout à l'heure avec la diminution de l'activité des ostéoclastes, donc ça rejoint ça, et ce qui conclut en fait c'est que évidemment ça semble très intéressant, mais comme dans toutes les revues de littérature bien faites, il y a peu de données sur les effets à long terme ou sur la durabilité des bénéfices après l'arrêt de la supplémentation. Tu vois, ils ont pas testé genre tu te supplémentes pendant 3 mois et puis t'arrêtes pendant 6 mois, on voit si ça se modifie ou pas. Mais pour moi, c'est pas des supplémentations qui doivent se faire en cure. Dans une logique de santé et de longévité, pour moi, ça doit être après sur le long terme. Techniquement, tu vois, si même si l'efficacité arrête, t'auras quand même gagné 3 mois de vieillissement en moins, tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est ton genou, il va pas t'arrêter, il va pas revenir comme il était avant, c'est pire, sûr, tu vois. C'est sûr. Surtout que direct. Alors, si je dis pas de bêtises, parce que les cours de physio ils sont loin quand même, hein, mais les. C'est vrai que t'as 42 ans toi, donc ça remonte un peu. Hein. Ouais, attention quand même. En gros, tes chondrocytes, donc tes cellules qui sont responsables de la synthèse de collagène de type 2, quand tu vas subir une agression, qui va amener justement donc une dégradation du cartilage, donc qui va stimuler justement la division de ces chondrocytes pour pouvoir potentiellement, tu vois, par mitose en fait, pour pouvoir produire un peu plus. La mitose et la méiose, incroyable. En fait, j'ai oublié ce que c'était ça. J'ai 32 ans les gars, ça remonte pour moi. Moi 43, 32 du coup. Ouais. Et c'est ton petit peu. De ce qui me reste chercher une canette. De ce qui me reste en tête, c'est impossible de se concentrer. Hein. De ce qui me reste en tête, en fait, donc tu vas entraîner des divisions donc pour avoir plus de chondrocytes, donc augmenter ta synthèse de collagène, sauf que plus tu divises, plus ta capacité de division sur du long terme commence à s'estomper, et c'est un petit peu comme si tu avais un potentiel à supporter les contraintes au niveau articulaire, jusqu'au moment où t'es moins capable justement de solliciter tes chondrocytes, moins capable de synthétiser du collagène, et donc moins capable finalement de renouveler ton cartilage ou tes tendons. Ok. Voilà. Et c'est pour ça que tu parlais de gagner des années de vieillissement. En fait, il y a à la fois ton alimentation, les compléments, tout ça, mais il y a surtout aussi le ratio avec la contrainte que t'apposes. Tu vois, on prenait les revues de littérature, en gros, est-ce que derrière ça, t'as un lien avec la contrainte qui a été mise en avant et tout quoi. Ça sera toujours le problème de toute manière dans n'importe quelle étude, malheureusement de traquer ce que font les gens que ce soit même sur les études de kiné et tout hein. C'est trop variable, c'est tellement multifactoriel et on pourra jamais tout savoir tu vois. Donc même si on a l'envie, ça sera impossible. Donc, c'est ce qui conclut aussi qu'il y a trop de variabilité dans les populations étudiées et dans les protocoles, mais logique hein. En même temps des études ça coûte très cher à faire, c'est très compliqué, et que certaines études sont financées par l'industrie du collagène. Alors vous les amis, si vous cherchez des études et que vous voulez voir si potentiellement les auteurs sont influencés, déjà vous allez à la fin de l'étude, vous regardez les conflits d'intérêts. Des fois il y en a qui déclarent pas de conflit d'intérêts, mais quand vous cherchez leur nom, vous voyez qu'ils bossent avec des labos, etc. Donc ça c'est problématique. Toutes les études que j'ai choisies là, il y en a aucune où j'ai trouvé un lien direct de l'auteur ou des 3 premiers auteurs qui sont généralement les plus importants avec des labos ou avec de la production de collagène. Donc là on a essayé vraiment d'être le plus objectif possible, il n'y a pas de biais de sélection, du moins j'ai essayé avec mes piètres capacités de chercheur entre guillemets, mais voilà ce qui conclut là-dessus. Donc pour moi intéressant, encore une fois ça va dans le même sens que le premier papier quoi. Ouais. Est-ce que c'est un complément que toi que tu conseilles à certains patients? Ouais, mais il est jamais seul. Ok, oui, il est jamais seul dans le sens où il y a souvent une problématique inflammatoire un peu plus marquée derrière. Ok. Et donc, on en revient à amener peut-être à côté, alors si on vraiment reste que sur des compléments, mais parler des oméga 3, tu vois, parler de la curcumine à certains dosages et sous certaines formes aussi. Donc c'est vraiment complémentaire au reste. C'est rare que je dise juste collagène seul. Ok. Intéressant. De toute façon, vous pouvez retrouver l'épisode qu'on a fait sur l'alimentation anti-inflammatoire, qui est assez intéressant et qui sera complémentaire à celui-ci. 3e étude, revue systématique de Inacio, très récente, parue en 2024, qui a regardé l'effet de la supplémentation en collagène sur la prolifération et l'activité des fibroblastes, justement, ce dont on parlait tout à l'heure. Donc, je vous mets le flowchart ici. Ils ont pris 11 études. Sur des modèles humains, sur des modèles animaux et in vitro. J'ai essayé de pas prendre d'études avec des modèles animaux, mais malheureusement, eux, dans leur revue de littérature, ils en ont pris. Donc là, ils parlent de poids du collagène, de Dalton. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est l'idée derrière tout ça? Ouais, le poids moléculaire, il est relatif en fait à ta capacité d'absorption derrière. C'est-à-dire que par exemple,
quand tu sélectionnes un collagène, donc quand tu sélectionnes tes peptides de collagène hydrolysés, pour noter tout ce que tu vas retrouver, il faut choisir en fait le poids moléculaire, pas forcément le plus bas, parce que sur des poids moléculaires très très bas, des fois en fait l'assimilation est tellement facilitée que tu peux avoir des troubles digestifs. Ok. Mais par exemple, si t'es entre 5000 et 2000 Dalton, déjà c'est très bien en fait. Là, il me semble que le peptide de collagène, c'est inférieur à 3000 Dalton, enfin aux alentours de 3000 Dalton, et le collagène de type 2, pour le coup, si je dis pas de bêtises, là c'est on est au-dessus, le collagène natif, pardon, on est au-dessus de 100 000 Dalton, donc c'est des grosses structures, et ils expliquent que c'est pas forcément facile à assimiler, et que du coup, c'est pour ça qu'on n'utilise pas spécialement ce complément alimentaire-là. Et il détaille un petit peu, si ça vous intéresse, je vais pas vous l'expliquer là, mais comment on fait pour faire du collagène qui finisse en poudre et qui soit assimilable. C'est assez intéressant. Moi, je savais pas du tout comment ça fonctionnait exactement. Collagène natif, du coup, c'est ce que t'as genre quand tu manges du cartilage, quoi. C'est ça dont tu parles. Une excellente question. Bonne question. Je ne sais pas. Okay. Je sais pas parce qu'à mon avis, le fait de le cuire déjà, ça doit découper un peu. En fait, on n'a pas trouvé exactement ce qu'il y a sous l'appellation quand il marque collagène natif dans l'étude. Okay. C'est assez complexe. Ouais. Bon, après, c'est le jeu, hein. Si jamais les chercheurs passent par là, s'ils peuvent nous dire. Voilà, ouais. Si Ignacio, tu regardes ce podcast. Non, mais ça, il faudrait nous dire, mais sur le principe, je crois qu'il parlait de 100 000 Dalton à peu près dans l'étude, donc c'est-à-dire un poids moléculaire beaucoup plus important. Donc ça veut dire que potentiellement, il y a eu moins d'hydrolyse, qui est le process industriel. Donc potentiellement, ton collagène natif devrait se rapprocher d'un collagène que tu peux trouver directement issu de l'alimentation sans transformation. De ce qu'on en a compris. Après. Okay. Donc, vous n'êtes pas très intelligent. Donc. Ils pré-traitent pour laver un petit peu ce qu'il y a autour. Après, ils hydrolyse enzymatique, comme tu disais. Et après, ils réduisent la masse moléculaire avec filtration, séchage, etc. pour que ce soit facilement assimilable. Donc, c'est assez intéressant. Et eux, ils concluent que ça a un effet anti-inflammatoire et antioxydant. Okay. Diminution des marqueurs inflammatoires comme l'interleukine 6 et TNF-alpha, on en parlait tout à l'heure. Ce qui, selon eux, favorise un environnement propice à la réparation tissulaire. Donc, plutôt cool là-dessus. Et ça a aussi, évidemment, un rôle sur la stimulation des fibroblastes, ce dont on parlait tout à l'heure. Et ça, peu importe que ce soit issu de poisson, de porc, de volaille ou de bovin. Ouais. Et du coup, par rapport à ce que tu disais, tu sais, sur le fait de prendre du collagène vraiment toute l'année. Ouais. Étant donné que là, ils mettent en avant sur cette étude un impact sur la modulation de l'inflammation. Yes. C'est là qu'on peut se poser la question de savoir si c'est une bonne idée d'en prendre toute l'année. Parce qu'en fait, au final, vu que tu as quand même besoin d'une réaction inflammatoire pour créer de l'adaptation, est-ce que c'est vraiment une bonne chose d'exposer, tu vois, constamment ? Du coup, c'est ça que tu... Peut-être que dans la première phase de l'inflammation, si jamais... on parlait de blessures dans le podcast sur l'inflammation, mais ça peut aussi être une infection. Tu vois, tu chopes une grippe ou autre, en vrai, il faut laisser l'inflammation se faire. Donc peut-être qu'à ce moment-là, c'est pas logique sur les premiers jours. En phase aiguë, pas forcément. Ouais, voilà, phase aiguë, peut-être diminuer, pour le coup. Par contre, sur le long terme, ça paraît peut-être plus pertinent. En vrai, c'est qu'une histoire de réflexion, il faut savoir pourquoi on fait les choses. Ouais. Et histoire de pas le faire au hasard, quoi. Ouais, et savoir aussi quel moyen d'évaluation tu as pour voir comment évolue ton patient, en fait, c'est ça. Très intéressant, ok. Donc voilà, revue de littérature assez pertinente. Ensuite, on en a une autre de Kwiatkowski, toujours des noms de joueurs de foot polonais. Là, sur des adultes physiquement actifs avec des douleurs chroniques entre 40 et 65 ans. Ouais. Et ils se sont rendus compte qu'après 6 mois de supplémentation, je l'ai bien aimé celle-là parce qu'elle est assez longue, en collagène, donc 10 grammes par jour. Ils se foutent ta gueule un peu. Ouais, bah je sais, c'est pour ça que je rigole. Les participants ont montré une amélioration significative de leur score sur les activités de la vie de tous les jours. Donc, ils arrivent mieux à réaliser leurs tâches quotidiennes. Et en fait, c'était plus marqué chez les personnes qui pratiquaient une activité physique intense. Donc, plus de 188 minutes par semaine. Alors, je suis pas sûr que ce soit une activité physique intense. Mais voilà ce que ça voulait dire. Et après 9 mois... ils se sont rendus compte que ceux qui prenaient 20 grammes plutôt que 10 grammes avaient de meilleurs résultats. D'accord. Alors sans que ce soit super marqué, tu vois, mais c'était quand même peut-être un peu plus intéressant. À prendre avec des pincettes, évidemment. Et ceux qui avaient des douleurs chroniques, évidemment, la douleur avait diminué. Et l'exercice intense pratiqué par ceux qui faisaient de l'exercice intense, ça modérait les effets du collagène en augmentant le flux sanguin. Et ça augmentait au final l'apport de peptides au tissu conjonctif, ce qui favorisait la réparation. Donc en fait... D'accord. L'association d'exercice plus collagène améliorait ce qui se passait au niveau physiologique, vraiment au niveau articulaire. Donc intéressant. Pour moi, de toute manière, quoi qu'il arrive, c'est pas la base, on en reparlera dans un autre papier. La base, c'est
de respecter les piliers de la santé, donc bouger régulièrement, bien manger de manière générale, bien dormir et avoir un niveau de stress plutôt relativement bas, même si c'est pas forcément facile. Ça rejoint ce que j'avais abordé justement dans la TT School, où on disait justement que la mise en avant de compléments alimentaires qui regroupent plusieurs molécules au potentiel anti-inflammatoire, l'intérêt de ces molécules-là va être souvent mis en exergue avec le fait qu'il y ait une prise en charge kiné à côté. Tu vois, c'est difficile de dissocier vraiment l'un de l'autre. Oui, ça paraît juste ultra... Non, mais ça paraît super cohérent. Hein. Ça paraît super cohérent, mais j'ai pas fait de stats. Hein. Mais encore une fois, la proportion de personnes qui viennent me voir en suivi, qui prennent du collagène régulièrement, mais qui n'ont pas de suivi kiné à côté ou à qui ça vient pas à l'idée et qui en fait n'aménagent pas la contrainte, c'est énorme. Après, en même temps, s'ils vont chez le kiné et qu'on lui pose des électrodes, ça sert pas trop à grand chose. Je rentre pas dans le débat. Exactement. Alors, étude justement qui va intéresser Simon, étude de Kumar parue en 2023. Donc là, c'est une revue systématique avec méta-analyse. C'est la première méta-analyse. Harold Kumar Harold et Kumar. C'est comment c'est Qu'est-ce qu'il raconte lui? Y'a pas un film comme ça? Ouais, non, je pense que là t'es pas assez cinéphile, mec. Si. Ouais, je suis pas sûr. Harold et Kumar? Non, c'est pas Harold, mais il y a un truc. T'as vu ça sur XNXX, mec. Je suis pas sûr. C'est quoi? On me signale dans l'oreillette que ça existe pas. Je connais pas. Je suis pas convaincu. Bref, revue systématique avec méta-analyse parue en 2023 sur les patients qui souffrent d'arthrose précoce du genou. Donc c'est pour ça que ça te concerne. Ah oui. Bah attends, je vais quand même regarder Harold et Kumar. 32 ans déjà de l'arthrose précoce au niveau du genou. Donc bref, très intéressant. Je vous mettrai les forest plots ici. Pour moi, c'est ça qui est vraiment pertinent dans les études, c'est regarder ce qui se dégage. Alors, amélioration des scores fonctionnels. Harold et Kumar, ça existe. Mais oui, ça existe, mec. Bon, bref, on s'en fout. C'est ça, amélioration des scores fonctionnels. T'as regardé ça quand t'étais jeune? Non, j'ai jamais regardé ça. Deux idiots. Donc, assez intéressant. Diminution de la douleur aussi. Okay. Donc évidemment, ça va avec. Comme je disais tout à l'heure, quand la douleur diminue, la fonction augmente. Et là, ils ont regardé des études où ça comparait glucosamine plus chondroïtine versus collagène. D'accord, seul du coup. Seul. Et ça fonctionne mieux que la glucosamine plus la chondroïtine. Tu vois, dans le groupe chondroïtine plus glucosamine, le score WOMAC, donc qui est un score de fonction, s'est amélioré de 14%, alors que dans le groupe collagène, le score il s'est amélioré de 33%, tu vois, donc c'est quand même assez intéressant. Le time up and go et le test de 6 minutes, ils se sont aussi bien améliorés. Et ça, c'est sur des jeunes? C'est arthrose précoce du genou. Time up and go, arthrose précoce, il faut quand même qu'il ait plus de 60 ans, le type, quand même. Ouais, c'est pas nous qui faisons les protocoles, c'est vrai que c'est pas ouf comme test, mais... Après, t'avais le test de 6 minutes de marche. Parce que bon, si moi je me mets à faire un test de 6 minutes de marche, c'est intéressant parce que tu vois les limites, hein, rapidement. Ouais, carrément. En vrai, les protocoles d'études, la plupart du temps, ils sont un peu éclatés. Hein. Mais c'est une réalité. Après, des fois. Après, c'est quoi la population là, du coup? Là, c'est les pads, mec. C'est la réalité. Sur l'amplitude de mouvement, ils ont noté une bonne amélioration de l'amplitude de flexion de genou, bien que les résultats soient variables selon les études, mais c'est assez intéressant, ça reste quand même significatif avec une p-value à 0,07, alors on n'est pas en dessous des 0,05, mais le risque d'erreur il est quand même assez bas, toujours assez intéressant, et du coup, l'idée c'était que c'était supérieur à la glucosamine et à la chondroïtine, même si ça veut pas dire que la glucosamine et la chondroïtine c'est nul, mais ça semble plus intéressant, et là où je voulais en venir justement, c'est sur le prix en fait. De ce complément, parce que la glucosamine et la chondroïtine souvent c'est associé à d'autres compléments quand c'est mis en produit avec plusieurs compléments, ça reste assez cher selon moi, ok, pour des compléments alimentaires, alors que les peptides de collagène en vrai c'est pas super cher. Je sais pas si t'as une idée des prix au kilo des peptides de collagène. Alors le prix au kilo je l'ai pas en tête. Je vais regarder en même temps. Ouais, regarde. Après c'est pareil, si tu raisonnes en termes de coût, t'as d'autres choses, t'as la glycine aussi. Ok. Parce qu'en fait ton collagène, si tu veux, il est formé dans les acides aminés principalement de glycine, proline et hydroxyproline. Ok. Donc en fait, forcément quand tu vas consommer de la glycine, tu peux avoir un effet sur ta capacité à synthétiser le collagène. 55 € pour 4 mois. Ok. 1,2 kg, 55 €. Ouais. Oui, mais après, encore une fois, c'est logique parce qu'après, un complément qui va regrouper plusieurs molécules, si c'est vraiment qualitatif, tu peux pas avoir un prix qui est faible. D'ailleurs, appel à tous ceux qui prennent des multivitamines qui coûtent 5 balles sur Amazon. Il y a un problème. Il y a un problème. Jeff Bezos, si tu nous regardes. Jeff.
Ce bon vieux Jeff. Ok, donc glycine intéressant aussi. Ouais, la glycine c'est vraiment intéressant aussi, et puis c'est aussi si je dis pas de bêtises, la glycine, ton corps l'utilise aussi en tant que précurseur, notamment pour la synthèse de créatine, Yes. également pour tout ce qui va être certains neuromédiateurs. Donc c'est intéressant, tu vois, glycine et collagène, Ok. Les deux sont pertinents en fait. Ok. Voilà. Là, on va dériver sur une autre étude et on va commencer justement à mettre de l'eau dans notre vin parce que là, on montre que le collagène, c'est super, ça semble intéressant. Encore une fois, on n'est que sur l'arthrose. Étude de Giraldo Vallejo, parue en 2023, donc revue systématique, toujours intéressant, il n'y a pas de méta-analyse, mais revue systématique. Eux, ils ont utilisé pas mal d'études où en fait, ils n'utilisaient pas du collagène, mais de la gélatine. D'accord. Qui au final semble être à peu près la même chose, si je dis pas de conneries. Bah en fait tu vas retrouver du collagène dans En fait la question c'est oui t'as du collagène, mais en fait c'est la capacité d'assimilation derrière, est-ce qu'elle est la même ou pas? Ok. C'est la question. Alors, là, est-ce que tu connais un petit peu la composition de la gélatine? Moi, je sais que je connais rien Non, du tout. c'est là où je peux pas te dire en Ok. fait ta capacité à assimiler. Ok. Mais du coup... Alors, en fait, il conclut que les études où on utilise de la gélatine, ça fonctionne aussi bien. Mais il n'y a Ok. pas de comparaison gélatine versus collagène. Tu vois, versus peptides de ok, collagène. d'accord. Donc, c'est un petit peu ça le problème. Mais, chose très intéressante, c'est qu'il montre qu'en fait, si tu l'associes à de la prise de vitamine C, donc 50 mg de vitamine C plus 15 g de collagène, ça optimise encore plus la production de collagène dans les tissus. Ok. Alors, Est-ce que c'est un truc que t'avais toi ou pas? Alors je l'ai, mais du coup il y a deux choses. Alors la première, ça veut dire que si ton étude, si elle montre que la gélatine est pertinente, ça veut dire que tout ce qui est bouillon d'os dont on parlait, c'est pertinent, parce que c'est le même principe. Bien sûr. Voilà. Ah ouais. Et il y a juste pas de comparaison en effet C'est moins pratique. avec l'effet du collagène. Ouais, mais c'est bien meilleur. Il y a le côté Ah bah c'est sûr, le praticité. collagène c'est dégueulasse. Ah oui, non, mais C'est immonde. Un petit C'est bouillon immonde. d'os là. il y a juste pas de débat, sans les bruits de bouche, mais il y a juste pas de débat. Et du coup, par rapport à la vitamine C, alors la vitamine C, elle est intéressante pour deux raisons. Parce qu'en fait, alors, elle a déjà un rôle antioxydant, Ok. la vitamine C. D'ailleurs, appel à tous les fumeurs réguliers, même passifs, prenez de la vitamine C, parce que... Ouais, ne gros fumez pas aussi. antioxydants. Ouais, ou fumez pas d'ailleurs, c'est bien, c'est vrai. Appel à tous les fumeurs, continuez de fumer, mais prenez de la vitamine C. Et deuxième truc, du coup, ta vitamine C, elle entre en tant que cofacteur enzymatique. Ok. C'est-à-dire que tu vas avoir une enzyme qui va être capable d'utiliser la proline pour en faire de l'hydroxyproline, et tu vas avoir la vitamine C qui va venir catalyser la réaction. Parce que c'est ça au final les composants les plus intéressants dans le collagène. C'est les acides aminés Ouais, dont t'as parlé là. c'est les acides aminés dont j'ai parlé, exactement. Qui ne sont pas essentiels, on est capable de les produire. Alors, tu es capable de les produire, mais tu peux en apporter aussi par l'alimentation. Oui, bien sûr. Tu as vraiment les deux. Et du coup, nous, l'idée, c'est de te dire que ouais, si tu prends de la vitamine C en plus, et d'ailleurs, il y a beaucoup de compléments alimentaires pour la protection osteoarticulaire où tu retrouves de la vitamine C, Ok. tu vas du coup entrer en synergie avec ton collagène. Ok. Voilà. Stylé. Donc intéressant à coupler quoi. Ouais, vitamine C liposomale si possible, parce que ça veut dire qu'elle est entourée, très vulgairement, ça veut dire qu'elle est accompagnée de certaines graisses qui vont faciliter son assimilation, même si elle est hydrosoluble, ça aide quand même. Ok. Bon là on va dériver sur les tendinopathies cette fois-ci parce qu'on était sur l'arthrose, mais les tendinopathies moi ça me parle un petit peu plus, tu vois, c'est une problématique, tout sportif est confronté au moins une fois, tu vois. Là, il y a une étude qui est en cours, c'est l'étude de Vanda, mais c'est pas celle de Jean-Claude, évidemment. Après, Harold Descoumars, elle est en cours, elle aurait pu être mieux réalisée, ça va me permettre de digresser sur quelque chose d'intéressant. En gros, c'est sur les tendinopathies rotuliennes. Ils ont fait deux groupes. Un groupe qui prenait collagène hydrolysé plus vitamine C, et un groupe qui prenait une poudre sans effet actif, donc un placebo. Malheureusement, c'est de la maltodextrine. Donc, problématique que remettent en cause la plupart des gens qui disent que le collagène c'est de la merde, c'est que là, en fait, bah, du coup, il n'y a pas spécialement de protéines, en fait, ajoutées. Sauf que je me dis, en vrai, 10 grammes de collagène, donc 10 grammes de protéines, est-ce que ça fait vraiment une diff, tu vois, sur ta balance protéique totale sur ta journée? Est-ce que ce serait mieux si le placebo c'était genre de la whey? Ouais. Ça c'est évident. Tu veux dire quand on cherche à avoir l'impact sur la synthèse de masse musculaire derrière? Bah non, pas spécialement sur la masse musculaire, parce que justement moi j'ai regardé des études là-dessus, je les ai pas mis dans la revue que j'ai faite, mais quand ils comparent whey versus collagène pour la prise de muscle, collagène c'est beaucoup moins bien. Ouais, ce qui est logique. Vraiment c'est genre beaucoup moins bien. La whey c'est beaucoup mieux, t'as plus de synthèse protéique au niveau musculaire, etc. Plus d'hypertrophie, donc plus intéressant. Mais là j'aurais bien aimé, tu vois, que le placebo ce soit de la prot. Ok. Parce que là, tu mets 10 grammes de sucre, c'est pas la même chose que 10 grammes de protéines, même si c'est pas énorme. Ouais, et puis en fait, si t'avais mis de la whey par exemple en placebo, le truc c'est que dans ta whey, dans une whey de qualité, t'as tout ton profil en acides aminés. Yes.
Donc tu rajoutes des acides aminés. Bah ouais, tu rajoutes des acides aminés. T'as de la proline, de l'hydroxyproline. Tu peux en avoir, ouais, si t'as pas que les acides aminés essentiels. Donc, pour le coup, ça peut être un peu. Ouais, un peu Bref, 24 semaines d'études. Ouais. Et évidemment, il y a une bonne rééducation qui est faite en. On a vu le protocole un peu. Bah franchement c'est pas dégueu, je vais pas le détailler là, je le mettrai en photo, mais c'est pas trop dégueu, donc ça me paraît intéressant. On verra ce qu'il en est quand les résultats sortiront, mais je pense que c'est une étude à suivre, parce que pour le coup, ils vont évaluer douleur, fonction, structure du tendon, vraiment en imagerie, et retour à la performance. Donc tu vois, ça me paraît quand même assez intéressant pour le coup, c'est rare que ce soit aussi bien fait. C'est combien de temps de prise ? 24 semaines. Ok. Donc tu vois, c'est pas dégueu, 24 semaines. Bon, après, c'est les durées, hein. On le sait, sur une tendinopathie, de toute manière, c'est ça. C'est la prise en charge sur une tendinopathie rotulienne, c'est 6 mois minimum, et généralement c'est 1 an de prise en charge pour un sportif, c'est extrêmement long. D'accord, ok. Ouais, vraiment, sur les tendinopathies rotuliennes, c'est très 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 long, et c'est souvent un problème qu'on retrouve en kiné, parce que on est face à des gens qui n'y croient plus, parce qu'ils sont pas prévenus en fait du fait que ça va être aussi long, mais c'est normal, un tendon ça met énormément de temps à se resynthétiser correctement, si je puis dire, et les contraintes sur le tendon rotulien quand tu fais du basket ou un sport comme ça, elles sont constantes et importantes. Donc moi je trouvais ça grave intéressant. On attend les résultats. Ouais, on a une autre étude qui est un peu similaire, qui elle est déjà parue, du coup c'est l'étude de Gerger en 2023. Du coup ils ont pris 50 personnes qu'ils ont réparties en 2 groupes, c'était des hommes jeunes et modérément actifs, entre 18 et 40 ans, qui avaient une tendinopathie patellaire cette fois-ci. Groupe collagène versus groupe placebo, qui avait un produit sans principe actif. Okay. Mais encore une fois, ça aurait été mieux pour moi de tester avec des protéines. Il faisait du renfo 3 fois par semaine pendant 14 semaines. Exercice spécifique, presse, leg extension, etc. Et il consommait le collagène ou le placebo la moitié 30 minutes avant et la moitié 30 minutes après la séance, tu vois, pour que ce soit vraiment proche de la séance. Ce qu'ils ont vu, c'est que le tendon rotulien, il a augmenté en taille, donc en surface transversale, ce qu'on appelle le CSA, dans les 2 groupes, plus 6% pour le groupe placebo et plus 10% pour le groupe collagène. Donc, différence significative, notamment sur les parties centrales de la rotule. En gros, ils ont regardé vraiment sur toute la longueur, ce qui se modifiait le plus, et le plus, c'était la partie centrale, donc ce qui nous intéresse le plus en termes de potentiellement site de douleur, vecteur de nociception, donc assez intéressant. La rigidité du tendon, elle a augmenté dans les 2 groupes de manière similaire, plus 20%. Donc la rigidité du tendon, c'est important pour l'absorption des forces. Tu vois, c'est quelque chose évidemment qui est lié uniquement aux exercices. Pour le coup, vu qu'il n'y a pas eu de différence entre les 2 groupes. Et la force musculaire a augmenté de manière similaire de 30 à 37% sur tous les exercices dans les 2 groupes, et avec une petite hypertrophie associée de plus 5% à peu près. Donc au final, ce qu'on en ressort, c'est que le collagène a juste optimisé l'épaisseur du tendon en soi. Donc ça peut potentiellement réduire le stress tendineux lorsqu'il y a des charges importantes. En gros, ça se répartit mieux au niveau du tendon, la contrainte, et potentiellement favoriser aussi la réparation, tu vois, tissulaire. Ouais. Et là, du coup, tu me confirmes que sur l'étude, il y a eu tous ceux qui ont pris du collagène ont pris du collagène autour de l'effort, mais t'as pas eu de groupe test qui, par exemple, faisait la même chose mais prenait du collagène à distance. Ouais, ça aurait pu être intéressant aussi pour voir le timing. Ouais, il y avait la notion de timing qui était intéressante. Mais bon, intéressant. Moi, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. On en a une autre étude de Thomas, c'est pas moi, où ils ont comparé sur des douleurs de genoux, là, on va dire douleurs de genoux générales, avec, encore une fois, la plupart du temps de l'arthrose précoce. Exercice seul versus supplémentation au collagène seul versus exercice plus collagène. Tu vois, moi, c'est des designs d'études qui me paraissent pas dégueux. 48 participants, 10 grammes de collagène par jour pendant 12 semaines. Et ce qu'ils ont vu, c'est que au final, la douleur était plus diminuée dans le groupe collagène plus exercice. Ok, donc intéressant. Le groupe exercice a montré une amélioration significative de l'amplitude de flexion de genou. Le groupe collagène seul n'a pas montré d'amélioration significative de l'amplitude de flexion de genou. Et le groupe collagène plus exercice a montré exactement la même amélioration que le groupe juste exercice. Donc assez intéressant. Là, c'était chez des personnes plutôt jeunes, c'est ça ? Plutôt jeunes, alors jeunes entre 18 et 55 ans, donc ça veut un petit peu de tout. Ouais, mais c'est intéressant parce que tout à l'heure, sur l'étude, c'était collagène pour les personnes un peu plus vieilles avec de l'arthrose. Yes. Et ça a amélioré la flexion de genou. Là, non, pas du tout, donc c'est intéressant. Au niveau de la force, le groupe exercice et collagène plus exercice, ils ont amélioré la force des fléchisseurs de hanches et des extenseurs de genoux. Il s'est rien passé dans le groupe collagène isolé.
Normal, on va pas attendre que du collagène te rende fort. Hein. Ah mais c'est logique, mais c'est bien des fois de le dire, même quand c'est logique, tu vois, ça montre que c'est pas miraculeux, quoi. Et au niveau de la fonction, les scores fonctionnels se sont améliorés dans tous les groupes. Donc là, c'est quand même assez intéressant. Avec des résultats bien plus élevés dans le groupe collagène plus exercice. D'accord. Donc assez pertinent. Donc au final, les conclusions pratiques, c'est que les exercices seuls, c'est la base. Pour moi, vraiment, c'est vraiment la base. C'est efficace pour améliorer la mobilité, la force, diminuer la douleur et améliorer la fonction. Le collagène seul, ça a juste des effets bénéfiques sur la douleur et un peu sur la fonction, mais pas sur la mobilité. Et c'est très très limité sur la fonction de manière seule sur 12 semaines. C'est court, et la combinaison collagène plus exercice, c'est supérieur pour les améliorations globales de la douleur, de la force et de la fonction articulaire. Donc évidemment, les exercices, c'est plus efficace que le collagène utilisé seul, mais l'association des deux, en fait, ça semble un petit peu, tu vois, décupler les effets des exos qui sont la base en kinésithérapie. Tu vois, donc pour moi, c'est un adjuvant qui reste quand même super pertinent. Ouais, tout à fait. Bah, du coup, en kiné, ça peut être... On parle pas de systématiser quelque chose, mais on parle juste du fait de l'intégrer plus régulièrement, tu vois, notamment sur des prises en charge longues, comme ce que tu expliquais tout à l'heure. Et pas sur une inflammation courte, vraiment en aigu, comme on a dit tout à l'heure. Bon, après, je vais arrêter avec toutes mes études, mais il y en a une autre que je kiffe bien. Cette fois-ci, c'est sur la tendinopathie achilléenne. On change un peu de zone. Elle est un peu plus vieille, étude de Praet. Donc 20 patients, c'est plus petit comme groupe, mais ça reste toujours intéressant. 18-55 ans, tendinopathie unilatérale ou bilatérale. Il y a un groupe qui prenait des peptides de collagène pendant 3 mois et après ils ont pris un placebo et ils ont été suivis pendant 3 mois, et il y a un groupe qui prenait placebo pendant 3 mois et après ils ont pris les peptides. Tu vois, c'est des études croisées, c'est pas mal, ça change un peu de gueule. Je vous mets les résultats juste ici. C'est très très intéressant parce que là ils ont regardé ce qui se passait aussi au niveau de la microvascularisation et il y a eu une réduction similaire dans les deux groupes, donc ça c'était plutôt lié aux exercices pour le coup, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de différence avec le timing. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que la fonction s'est améliorée de manière significative dans le groupe qui prenait des peptides de collagène sur les 3 premiers mois, et après le changement, il y a eu une amélioration significative dans le groupe qui prenait les peptides de collagène après les 3 premiers mois. Tu vois. Donc ça montre quand même qu'il y a un effet là-dessus, sachant que eux ils savaient pas si c'était placebo ou si c'était peptides de collagène. Donc j'aime bien les petites études croisées comme ça. Et encore une fois, la conclusion, c'est que lorsque c'est associé à des exercices qui sont la base en kiné, bah ça peut accélérer les améliorations cliniques, quoi. Ouais, puisque tu retrouves là sur la plupart des études dont tu as parlé, c'est que il faut au moins une prise de 2-3 mois à chaque fois pour commencer à voir les effets. C'est ça. Et dernière que je vous mets parce que pour moi c'est quand même la plus pertinente, étude de Garcia Coronado parue en 2019, méta-analyse très très solide sur l'arthrose, vraiment c'est solide, il y a beaucoup d'études et tout, c'est vraiment bien fait. Ce qu'ils se sont rendus compte, on vous mettra les forest plots ici, c'est que la supplémentation en collagène, ça diminue l'indice WOMAC, donc ça améliore la fonction, ça diminue la raideur, qui est un sous-score de l'indice WOMAC. Par contre, il y a des choses qui n'ont pas vraiment bougé, c'est les sous-scores de douleur et de limitation fonctionnelle. Vous regardez d'un point de vue statistique, hein, encore une fois, c'est quand même décalé un petit peu du côté collagène, mais c'est pas non plus monstrueux, donc d'un point de vue statistique significatif, c'est pas exceptionnel, mais ça reste toujours du côté collagène. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre les choses avec un petit peu plus de recul que juste ça fonctionne pas parce que le chiffre est significatif ou pas. Il faut pour moi dézoomer. Donc en réalité, je pense qu'avec les études solides qu'on a aujourd'hui, et encore une fois, si on peut trouver des études qui contredisent tout ça, c'est cool, mais malheureusement j'en ai pas trouvé. Est-ce que c'est un complément qui est pertinent ? C'est un complément qui est pertinent dans ton protocole de prise en charge. En fait, c'est pertinent, mais il faut être capable de comprendre que c'est pas pertinent seul, qu'il faut mettre d'autres choses en place à côté. Et encore une fois, comme ce qu'on disait dans le podcast sur l'alimentation anti-inflammatoire, il y a également d'autres choses à mettre en place avant au niveau de ton alimentation. C'est systémique, mais comme dans tout, en fait, dans le sport et la santé. Évidemment, il faut maîtriser la base avant de vouloir faire plus. Et le truc magique, mais c'est pas un pansement, c'est pas magique, c'est juste un catalyseur de ce qu'on fait bien, quoi. Ouais. Simple. Très bien. Et pour le prix que ça coûte, ça vaut le coup, bah. Ouais, parce que pour le coup, sur les compléments alimentaires, je suis plutôt bien placé pour le savoir, il y a des compléments alimentaires qui sont très onéreux et qui reposent sur très peu de bases scientifiques, vraiment. Ah, parce que là, je me dis 55 balles 3 mois, en vrai ça va, tu vois, t'es aux alentours de, entre 15 et 20 euros le mois. Pour une prise quotidienne, c'est pas non plus horrible. Ouais, tout à fait, ouais. Ça se fait bien. Après, la seule question, encore une fois, c'est éthique. Est-ce que t'es ok de manger du débris d'os de vache qui a pas forcément été super bien élevé ? Faut être d'accord avec tes valeurs. Ouais. C'est exactement comme quand tu mènes une alimentation végétarienne, par exemple, savoir pourquoi tu le fais. Et une fois que tu sais pourquoi tu le fais, voilà, et ensuite tu décides comment tu le fais, etc. Ok, stylé.
Un petit mot à rajouter, Simon? Non. T'es convaincu? Là, c'est bon. Tu vas acheter des pots. Ouais, je vais manger comme ça. À fond collagène. Bref, les amis, dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Il n'y a pas de problème. Tant que le débat est constructif et intelligent, il n'y a aucun souci. Si vous avez d'autres études qui contredisent ce que je viens de vous dire, allez-y. Je les prends avec plaisir et je les lirai. Kenneth, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver sur Insta. Ok. Kenneth-Diet Sport. On le mettra ici. Ouais. Tac. Et dans la description, évidemment. Voilà. Merci pour ce petit podcast très intéressant. Avec plaisir, les gars. Si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très très important. Tout le temps qu'on a passé à faire cette revue de littérature, il faut nous remercier en vous abonnant. Mettez un petit like, un petit commentaire. Si vous êtes allé au bout du podcast, n'hésitez pas à commenter. Harold Harold et Kumar, vous commentez ça et on verra ceux qui sont allés jusqu'au bout. Il nous a donné tort quand même. Ouais, il nous a donné tort. Mais bon, j'ai une culture cinématographique exceptionnelle. Il n'était pas vraiment dans le sujet du truc, mais c'est pas grave. Si vous êtes sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, n'oubliez pas de nous mettre une petite review 5 étoiles, de vous abonner aussi, ça soutient la chaîne et ça nous fait vraiment vraiment plaisir. Les amis, prenez soin de vous. Nous, on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut tout le monde. Salut.